Nous revoilà, Francis. Et voilà. Et bonjour encore une fois à tous les internautes qui nous suivent. Bonjour Oui, Francis. effectivement, bonjour à tous les internautes et n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir. Plus encore, n'hésitez pas à vous filmer en suivant la méthode de performance progressive et à nous faire parvenir vos vidéos de façon à ce qu'on puisse les commenter avec Eric. Exactement, c'est ce qu'on disait juste en off, en aparté. Donc n'hésitez pas à vous filmer, n'hésitez pas à nous envoyer tout ceci ou sur nos emails ou directement sur nos Facebook pour qu'on puisse les commenter ensemble. Et vous verrez donc qu'il y aura prochainement des podcasts avec nos autres collaborateurs. Donc je m'y engage, je me suis engagé auprès de Francis pour faire non seulement des coins salons cet été où on commentera à distance les entraînements de mes collègues là sur Bastia, parce que moi j'habite en Corse, et des podcasts avec nos autres collaborateurs. Donc on va croiser, je sais qu'il y a Michael Gundil qui aimerait beaucoup discuter avec toi, Francis. Donc on va organiser ça Et moi aussi. à trois sur Facebook. J'aimerais bien que le jeune Fitness Smith, que j'apprécie beaucoup, le fasse également. Il a une vision d'entraînement qui est très très saine et j'aime bien ce qu'il fait en fait sur son site internet, sur son Facebook, sur son Instagram. Et je finirai, bon il y en a beaucoup qui veulent le faire avec toi, mais il y a Jamo Nézar qui aimerait le faire aussi. Donc, Et moi aussi. ah ben voilà, tu vois, donc quand il va nous écouter, il va être content. Il y a aussi Aiki de Share Fitness, bon ils sont nombreux, on les fera cet été, on en profitera. On revient à notre sujet du jour. Le sujet du jour, vous le savez, c'est la durée d'une séance d'entraînement et la durée de nos podcasts. Je plaisante, mais c'est vrai que celui-ci va durer un peu plus longtemps, beaucoup d'épisodes, parce que le sujet, il peut pas être évincé comme ça rapidement. On est obligé de... Et encore, on se réfrène, Francis et moi, parce qu'on pourrait parler sur chaque point abordé pendant des Non, heures. c'est important que les internautes aient un maximum d'informations quant à la durée de la séance d'entraînement ou même aux autres sujets. Plus d'informations et plus de compréhension. Ça nous permet d'aborder plein de petits concepts satellitaires justement à cet entraînement et durée d'entraînement. J'aimerais revenir, Francis, sur les temps de repos. On en parlait dans le podcast numéro 4. Les temps de repos donc, vont conditionner une séance totale, une durée totale. On a vu que ça dépend de pas mal de paramètres, de l'âge, de la technique employée, de l'objectif souhaité, etc. J'aimerais enchaîner temps de repos avec matériel utilisé. On sait très bien que quand on utilise par exemple les barres et haltères, donc entraînement classique, poids haltères, le temps parfois de les décharger pour les salles qui n'ont pas les barres préchargées ou les haltères préchargées, il y en a encore quelques-unes. Chez nous, par exemple, à Bastia, on n'a pas les barres préchargées, tu vois. Petit clin d'œil à mes amis qui m'écoutent, pour investir s'ils le peuvent dans les barres préchargées. Contrairement aux machines où on se positionne, on sélectionne la charge voulue, et ça peut aller beaucoup plus vite. J'aimerais dire mon sentiment aux internautes, et après, bien sûr, le tien, c'est le tien qui m'intéresse le plus, que, encore une fois, ça fait partie d'un tout, et que ta méthode, la PPM, elle vise surtout l'objectif. L'objectif, c'est un résultat, et le résultat, il va passer, peu importe l'outil, c'est la méthode qui va primer. Complètement. Un résultat positif. Alors un résultat positif, c'est un résultat qui va donner, qui va assurer soit un développement musculaire ou qui va permettre de maintenir le développement musculaire acquis avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'efforts. Donc à chaque fois qu'une personne s'entraîne devrait avoir comme objectif soit de progresser, soit de maintenir l'acquis. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une procédure, il faut qu'il y ait un programme d'entraînement approprié en relation de nos énergies, de nos ressources, de nos possibilités. Et il faut que les conditions soient optimales. Si les conditions ne sont pas optimales, on ne peut pas espérer obtenir des résultats, encore une fois, positifs. Positif. Dans le podcast précédent, tu nous parlais, à juste titre d'ailleurs, que quand on n'est pas dans les conditions optimales, justement, parfois il est préférable, au-delà de la frustration, de ne pas venir à l'entraînement. Alors moi, je suis en phase avec toi. Quand maintenant, on a fini sa journée de travail, on va dire qu'il est 18h, que l'on se sent capable d'y aller, malgré les embouteillages, malgré le stress peut-être accumulé lors de la journée, mais qu'on va avoir que 30 à 40 minutes. Oui. Donc, qu'est-ce que je faisais si choix. Oui, le choix. Alors, le choix du muscle est important. On ne va pas se permettre de faire un muscle qui est trop taxant, trop demandant pour l'organisme. Donc, si on n'a que 40 minutes, eh ben, on va faire un petit groupe musculaire qui peut être saturé en un moindre temps. Voilà, on peut bousculer donc, éventuellement les abdominaux, peu importe ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est d'utiliser le temps à bon escient.
Très bien. Alors 40 minutes, il faut que ce soit effectif, productif. Et même si on n'arrive pas à stimuler la croissance musculaire, au moins on aura fait une bonne séance, au moins on aura maintenu l'acquis et on aura conservé cette habitude d'aller à la salle régulièrement, puisqu'il faut aller régulièrement à la salle, puisqu'on ne peut pas, j'en suis convaincu, faire plusieurs groupes de muscles au sein d'une séance d'entraînement. Et là, je m'adresse à la majorité des gens qui s'entraînent en salle, c'est-à-dire 99,9% des gens qui s'entraînent en salle avec comme objectif de progresser, pas simplement de venir s'entraîner pour se déstresser. C'est bien de se déstresser, mais si en plus on progresse, on obtient des résultats au niveau du développement musculaire, eh ben, c'est mieux. C'est vrai. Et surtout, on peut les acquérir et on peut les garder plus longtemps, puisque l'objectif aussi de ta méthode, c'est la longévité. Hein, tu en parles souvent, on le voit. C'est de pouvoir compter sur la méthode aussi. Oui. C'est bien beau d'avoir des méthodes d'entraînement très efficaces, très productives, très intenses, etc., que les champions seuls peuvent utiliser. Les champions régionaux, nationaux, européens, les champions professionnels, seuls les champions qui ont comme objectif de bien se placer dans les concours ou de devenir champion de France, d'Europe ou autre. Donc ces gens-là, qui représentent la minorité des gens qui s'entraînent en salle, ne peuvent pas être pris en tant que modèle, en tant qu'exemple. C'est impossible. Oui, tu avais donné l'exemple du cycliste professionnel. Moi vous l'entendez, hein, cher internaute qui nous écoutez, vous avez entendu que je fais du VTT. Je ne vais pas me caler sur l'entraînement du numéro 1 international de VTT. Voilà. Voilà. Alors pourquoi il en serait autrement pour les gens qui s'entraînent avec l'objectif il est impossible de suivre l'entraînement de Phil Hills, Monsieur Olympia, lorsqu'on prépare un concours régional ou même national. C'est impossible. Exactement. Non, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir encore une fois ce recul nécessaire et dire bon, il y a ça peut-être qui me convient, mais il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est une progression en fonction de son rythme de vie, de la physiologie, de l'entraînement, de la diététique. Il faut faire un mélange avec tout ça. Pour revenir juste sur le matériel utilisé, ta méthode, c'est vrai qu'elle est adaptable à quelques types de matériel possible, que ce soit poids haltère, que ce soit machine. Donc l'intérêt, c'est toujours, peu importe le matériel qu'on utilise, c'est de se concentrer, c'est d'être au fait de ce qu'on est capable de faire le jour même, et d'être le plus productif possible, tout simplement. Enfin, on revient toujours à la même chose. Hein. L'idéal pour la personne qui souhaite changer de méthode, essayer la performance progressive, c'est de commencer avec des exercices d'isolation. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de s'entraîner sur des machines que de s'entraîner avec des haltères, des barres ou des poulies même. Donc, mon conseil, c'est commencer avec des exercices d'isolation qui vont vous permettre d'appliquer la méthode à la lettre, avec les phases d'entraînement successives, etc. Mais on peut très bien appliquer la méthode avec des exercices de base. C'est possible. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Donc, moi, je ne suis pas contre l'utilisation de tous les exercices qui existent, à condition qu'il y ait cette notion de progresser, d'améliorer les difficultés tout au long de la séance d'entraînement, de façon à créer, à causer un effet qui est de stimuler le muscle au mieux et au plus. Il faut absolument stimuler ce muscle. Il faut finir la séance d'entraînement en haut, au maximum de son potentiel, de ses possibilités. Sinon, il n'y aura rien qui va se passer après. Rien ne se passera. Les internautes le savent, hein, puisque sinon on ne ferait pas ces podcasts au-delà de l'admiration que je te porte et de l'amitié. Mais je suis pro PPM, bien évidemment. Même si, tout au long de mes entraînements, de mes décennies d'entraînement en tant que passionné, hein, donc culturiste lambda, je dirais, je les ai pratiquement toutes utilisées. D'ailleurs, vont sortir... Et si j'ai fait cette erreur. Exactement, exactement. Alors, je vais faire justement, dans les mois à venir, je vais faire des petites vidéos très très courtes dans lesquelles je vais montrer un petit peu ce qui a été fait et refait, mais avec mon point de vue, les différents types d'entraînement. Avec toujours en fil conducteur ta méthode. Parce que si je suis pro PPM, donc performance progressive méthode ou progressive performance méthode, hein, dans l'ordre dans lequel on le met, moi, ce qui reste le plus fondamental, et ce que je veux que les internautes
vous gardiez à l'esprit, c'est le résultat. Moi, j'ai passé tant d'années à m'entraîner et des fois à stagner. Ne faites pas la même erreur. Ou même régresser. Parfois régresser et me blesser surtout. Et me blesser. Ah ben oui, parce que c'est tellement taxant, c'est tellement demandant. L'objectif, c'est de pouvoir compter sur une méthode d'entraînement. Si tu fais du VTT, lorsque tu vas sortir ce soir, cet après-midi, il faut que tu puisses compter sur le programme que tu vas faire, sur le chemin que tu as prévu de faire, etc. Si tu n'es pas capable de le faire, ça sert à rien de prendre ton vélo et puis d'aller faire ton circuit. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que, pour éviter certaines erreurs, essayez d'écouter nos podcasts, 2, interagissez, puisqu'on a besoin de ce feedback. Ah, c'est important, bien sûr. Pour nous guider éventuellement dans d'autres podcasts. Pour expliquer le pourquoi et le comment des choses. Voilà, mais surtout de comprendre que c'est pas aussi simple qu'un article qu'on pourrait faire dans Bodybuilding Rules ou que vous pouvez voir dans des magazines américains ou internationaux. Parce que je le répète et j'insiste, j'ai pas peur de le dire, parce que de toute façon je cite aucun nom, mais vous avez des images en tête. Les magazines américains nous ont encore vendu la mariée plus belle qu'elle n'était. Quand on avait des articles sur toi, Francis, qui n'étaient pas écrits par toi, il fallait absolument que ce soit à parole d'évangile. On voyait un type d'entraînement. Les articles c'était très bien fait. Écrits à l'époque. Oui. Parce que j'étais en contrat avec Joe Vedder, c'était des articles qui étaient écrits par des journalistes qui étaient payés pour ça, mais qui m'interviewaient. Et donc tout ce qu'ils me notaient, c'était issu de ce que je leur donnais. Donc lorsque je disais, par exemple, je fais des supersets, je fais des triceps, ou j'utilise telle technique d'entraînement, etc., c'était vrai, puisque eux n'ont pas du tout la capacité de faire un programme d'entraînement ou de relater, si tu veux, d'un programme d'entraînement qui vient d'un champion, puisque leur métier c'est d'écrire, de bien écrire. Oui, ça c'était vrai, mais ce que je trouve nous a induit en erreur, c'est le fait de ne pas mettre des petits encarts en bas. Attention à votre âge, attention à votre niveau, attention à votre forme physique, mentale, le stress de la journée, etc. C'était pas assez vendeur, bien évidemment. Là, voilà, exactement. L'objectif de toutes les publications, de tous les magazines, bodybuilding, fitness et tout, c'est de s'adresser à un large audimat. Et je comprends très bien la démarche, et ça a été très très bien fait. D'ailleurs, le succès planétaire de ces revues-là. Moi, il est vrai que j'aurais pas ce succès planétaire, sans doute pas, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des notions, c'est pas sûr. des notions de santé. Moi, je suis un peu le rebelle, tu sais. Je suis sorti des sentiers battus, déjà d'avoir... Je vais me jeter des fleurs, 2 petites secondes, mais le courage de me mettre lancé dans du gratuit, le gratuit, ça fait pas vivre. Moi, il faut savoir que, heureusement que j'ai des sponsors qui me font confiance, qui veulent avoir la visibilité dans Bodybuilding Rules, mais c'était un challenge énorme, et je le regrette pas. Mais ce challenge me permet d'être indépendant, et cette indépendance me permet d'aborder tous les sujets qui me tiennent à cœur, dont, justement, l'alimentation. Un jour, on va parler de la chimie, un jour, on va parler que du stress, éventuellement, que du travail, des relations humaines, professionnelles, conflictuelles, etc. Tout ce qui fait la vie de tout un chacun. De la longévité. De la longévité, sarcopénie, donc garder une masse musculaire le plus longtemps possible. C'est très important. Parce que aujourd'hui, être champion, être 8 fois Monsieur Olympia comme Ronnie Coleman, c'est bien. Mais de pouvoir s'entraîner encore après avoir gagné 8 titres de Monsieur Olympia et de pouvoir encore représenter ce qu'on est et ce qu'on était, Bien à sûr. savoir Monsieur Olympia, c'est encore mieux. Ça me permet de rebondir comme je le fais souvent. Tu parlais d'articles écrits donc, par des journalistes en fonction des questions qu'ils t'avaient posées. Il y a des vidéos qui circulent où on te voit au Gold Gym, ça devait être fin des années 80, début 90. Tu es sur une machine à biceps et tu fais comme ça donc des courles à la poulie de manière assez rapide. Donc tout ça pour dire et pour te reprendre que toi-même tu es passé par toutes ces techniques Wader dont tu as fait la promotion. Alors là c'est simple. J'ai jamais travaillé aussi rapidement. Oui, parce que en effet, je calerai pour les internautes cette séquence-là. Oui, non, j'ai jamais travaillé aussi lentement que ce que je travaille aujourd'hui, mais je n'ai jamais travaillé aussi rapidement. Donc là, c'était certainement pour les besoins de la vidéo, pour congestionner, etc. Il y avait le facteur temps, on n'allait pas passer 3 heures, si tu veux. Et puis, les gens ont besoin, si tu veux, d'intensité, de visuel, d'effets, etc. C'est du commercial. Donc, il y a eu ça. Quoi qu'il en soit, lorsque tu fais une série
d'échauffement, tu peux te permettre d'aller plus vite. À l'époque, c'est ce que je faisais. J'allais quand même assez rapidement lorsque j'échauffais mes muscles. Ensuite, je travaillais relativement lentement et correctement parce que la charge imposait de toute façon un travail lent. On ne peut pas travailler trop rapidement lorsqu'on travaille lourd. En période de compétition, quand tu étais au top niveau, la durée de tes entraînements, c'était combien? Peu importe les erreurs que tu faisais. Très court. En règle C'est-à-dire? générale, c'était faire un maximum de travail en un minimum de temps. Oui. Donc, pré-compétition. Hein. Oui. Donc, intensifier au maximum les séances d'entraînement et même multiplier les groupes musculaires au sein de la séance et même au sein de la journée. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, par exemple, lorsque je préparais Monsieur Olympia 91, vers la fin, par rapport au timing, par rapport à la date de la compétition et au fait que je n'étais pas encore dans la forme que j'avais souhaité être pour Monsieur Olympia, j'étais obligé de multiplier un petit peu les effets et d'aller plus vite. Donc j'ai été jusqu'à m'entraîner 3 fois par jour, entre 30 et 45 minutes à chaque séance. Donc je m'entraînais le matin, l'après-midi et le soir. Tous les jours, 3 semaines avant Monsieur Olympia en 91. Tu as dû finir sur les rotules après. Oui, et puis surtout, j'ai perdu la forme très rapidement après Monsieur Olympia 91. C'est ce qu'on disait dans le podcast précédent, hein, en fait. Pour garder en fait une progression linéaire, il faut pas brûler les étapes. Hein, si je résume un peu ce que tu dis pour les internautes, il faut garder cette condition physique, pas la brûler en début de semaine en faisant des séances terribles, etc. Parce qu'on a vu tel ou tel magazine. Et puis fin de semaine se dire bon j'ai plus de pêche du tout donc ou je m'entraîne pas ou alors je m'entraîne mais mal et voire je me blesse. Hein. Si on veut être linéaire et surtout on s'adresse encore une fois à la majorité des pratiquants des salles de sport, pas forcément vous amis compétiteurs que je crois souvent sur les compétitions qui peuvent s'inspirer et au contraire je les invite moi à s'inspirer de pas mal de tes techniques et de ta méthode. Mais surtout s'ils veulent éviter les blessures et s'ils veulent durer. Voilà. S'ils veulent faire encore des compétitions à 40, 50 ans et même plus, pourquoi pas, par plaisir et surtout par challenge ou avec le désir de rester encore en grande forme à un certain âge, etc. Donc, ce qui est possible à faire aujourd'hui et ce qui deviendra impossible à faire plus tard, écourter la carrière d'un bodybuilder et aussi ne va pas lui permettre de conserver une certaine forme. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Ronnie Coleman, et j'aime beaucoup Ronnie Coleman. Je trouve qu'il a beaucoup de mérite et qu'il a, il avait un physique exceptionnel, il a poussé le bodybuilding là où il est aujourd'hui, avec l'aide de Dorian Yates auparavant, etc. Mais aujourd'hui, Ronnie Coleman n'est plus capable de gagner un championnat de France. Il est complètement détruit, le pauvre. Même s'il l'a motivé une génération tout entière, c'est vrai. Alors qu'à 48 ans, j'ai fait, je pense, je vais être prétentieux, mais de temps en temps, il faut l'être, hein, pour dire les choses comme elles sont. Un des plus beaux comebacks de l'histoire. De l'histoire du bodybuilding. C'est vrai. Et là, j'inclus Arnold Schwarzenegger, j'inclus Gary Stridon, Franco Colombo, tous les garçons qui ont fait des comebacks comme moi. Je suis revenu à 48 ans, donc pour le Grand Prix d'Australie en 2006, plus lourd, plus gros, plus dense et plus défini que jamais, avec une blessure au pectoral en plus. Oui. Tu étais à quel poids en Australie? J'étais au pré-judging à 90 et à 92 à la finale. 92 à la finale. Et en 90, tu étais à Olympia, 6e place. 60 kilos. 60, il y a une coupure 13. 73. Donc c'est quand même une différence colossale. Il faut savoir aussi que j'ai fait des compétitions à 81, 82, en 1989 lors de la première tournée européenne de l'histoire du bodybuilding. J'étais à 81, 82. T'étais un peu moins sec, très sec. Mais t'étais un petit peu moins sec, bien évidemment. Ça dépend, il faut pas oublier. Mais t'étais très dense, très volumineux, hein, ça c'est vrai. Oui, non, j'étais bien, j'étais volumineux, j'avais un bon poids de corps pour ma taille, parce que je fais tout juste 1m70, donc 80-82 kilos pour la tournée 89, c'était quand même bien. Mais en 90, je faisais 73 pour plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier que je me suis préparé pour cette compétition-là, donc où il y avait un contrôle antidopage à Monsieur Olympia, le premier et le dernier de l'histoire du bodybuilding et des Olympias. Par rapport au contrôle antidopage, et qui a fait une hécatombe, hein. Oui, aussi, il faut le dire aussi, il faut le souligner, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Dorian Yates n'est pas venu ce jour-là, peut-être qu'il a manqué l'avion, je sais pas. Et il est venu l'année d'après, pourtant. Oui, oui. Et avant, il avait déjà été champion, il a gagné le Grand Prix d'Angleterre, Oui. il a gagné la Nuit des Champions, etc. Je sais pas, il a dû manquer l'avion. Et donc, en 1990, il y a eu l'hécatombe. Je me suis préparé 2-3 mois avant cette compétition et j'étais le culturiste le plus en forme de Monsieur l'Olympia, du Monsieur Olympia. C'est vrai. Écoute, ça fait partie de la petite séquence que je mets à la fin de chaque podcast. Ça reste une forme physique, enfin, c'est plus que sculptural, hein, à la limite. Hein, là. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que les internautes ne savent pas de Bodybuilding Rule, c'est que j'ai toujours compté sur l'entraînement. Pour moi, la chimie, ça a toujours été la cerise sur le gâteau. Et si tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. En 1990, on s'est aperçu que les 5 Américains qui étaient devant moi n'étaient pas aussi en forme, et loin de là, par rapport à leur meilleure forme. L'INE était en méforme, il n'était même pas en forme d'exhibition. Lila Brada était en forme d'exhibition, mais il n'était pas aussi bien que ce qu'il était. Sean Ray, Mike Christian et Rich Gaspari, donc les 5 Américains n'étaient pas aussi bien que ce qu'ils avaient l'habitude d'être. Donc il est certain que l'entraînement n'était pas aussi important que ce qu'il était pour moi. Et c'est pour revenir encore une fois à une chose, c'est que j'ai toujours considéré l'entraînement comme l'élément indispensable d'une préparation de bodybuilding et l'élément le plus important. On s'écarte un petit peu, mais on peut y revenir rapidement donc du sujet, la durée de la séance d'entraînement. Mais parce que j'ai eu la question, et comme ça on leur répond une bonne fois pour toutes. Tu sais, par rapport à ton pectoral, tu l'as évoqué il y a quelques minutes. Oui, 2006, voilà. Le combat. Oui. Peux-tu nous en parler? Comment c'est arrivé? Suite à quoi? Etc. Comme ça, on répond une bonne fois pour toutes aux interrogations des internautes qui se disent comment, avec ce genre de méthode qui prend tellement soin de l'individu, on peut se blesser. Mais toi, c'est un tout, toute une carrière, j'imagine. Non, mais il faut connaître l'histoire pour savoir comment. D'abord, la déchirure du pectoral est arrivée en 1993. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais sur Toulouse, j'avais quitté donc la Californie et j'étais en contrat avec à l'époque Olympsport, Patrick Laboureur, et donc je suis retourné en France pour ce contrat et puis aussi par déception. Par déception tout simplement parce que en 1990 le niveau des professionnels dans les coachs de Monsieur Olympia Aliéné, j'ai été vraiment déçu de ma place, de 6e, puisque j'étais plus en forme que l'INE. Et donc, j'ai commencé à perdre un petit peu le moral. Mais en 91, j'étais en contrat avec Joe Vedder, donc j'ai repris le moral et j'ai fait 7e donc à l'Olympia, comme tout le monde le sait, enfin les gens qui suivent le bodybuilding de près. Mais en 92, la foi n'était plus là, la motivation n'était plus là, etc. Donc je rentre en France, je signe un contrat français avec Olympsport, et en 93, ça me manque. J'avais envie de reprendre la compétition. Et donc je demande à Wayne Demilia de faire l'Arnold Classic. Il me dit ça dépend pas de moi, ça dépend d'Arnold. C'est lui qui fait la liste des participants et il en sélectionne 15 chaque année. Donc je vais demander à Arnold, et puis s'il te met dans la liste, c'est bon. Arnold me met dans la liste, je fais partie des 15 sélectionnés pour l'Arnold Classic et je prépare l'Arnold Classic chez José Rabanal à Toulouse. Donc. Et je suis influencé par José Rabanal qui travaille très très lourd. Depuis tout le temps, José a toujours poussé des charges très lourdes. Il faisait des squats à 200 kg cul par terre, comme on dit vulgairement en bodybuilding. Il faisait même des squats à 220 kg et il était en moins de 70 kg. Donc je suis un petit peu influencé. Et puis j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de quelqu'un qui me remet le pied à l'étrier. Je m'entraîne dans son gym, c'est un champion, il est fort mentalement, etc. Je suis un petit peu sa méthode d'entraînement. Et donc, je m'entraîne très lourd. Je fais des squats plus lourds que jamais, des développés couchés plus lourds que jamais, etc., etc. Et donc, le jour fatal arrive. Je fais du développé couché en étant fatigué, surentraîné par rapport au programme d'entraînement qui était trop demandant, trop taxant pour mon organisme. Par rapport à la méthode d'entraînement, c'était lourd, mais pas pour le muscle, c'était lourd pour la charge. Donc, je poussais, etc. Et donc, lors d'une série à 140 kg au développé couché, il y avait une répétition trop qu'il fallait pas faire, je l'ai faite, et il y a une déchirure du pectoral qui a été causée. Donc, pas volontairement, mais en suivant une méthode d'entraînement qui était pas logique, si tu veux. C'était trop lourd. Et 140 kg. Pas adapté.
pas adapté. J'aurais pu faire des développés couchés à 100 kg, 110 kg, lentement, Voilà. ou alors avec du contrôle, etc., etc. Et donc, je me suis blessé en 1993. Et le Grand Prix d'Australie, je l'ai fait en 2006. Hein. Alors, merci Francis, voilà, d'avoir donné cette information et ce témoignage, parce que encore une fois, tu vois, il permet de nous focaliser sur la qualité de l'entraînement, sur cette précision qui est nécessaire. Des fois, et la durée, et la durée. Parce qu'à l'époque, c'était interminable, j'imagine. Oui. Du développé couché, du développé incliné, des écartés latéraux, de la poulie vis-à-vis, du décliné, etc., etc. C'était 4-5 exercices par muscle et c'était 2 ou 3 muscles par séance. Avec José, c'est ce que je faisais. Et ceux qui nous écoutent, ceux qui font de la compétition de très haut niveau, ils pourront qu'acquiescer parce que moi qui en connais beaucoup dans ce milieu, ils ont tous eu des pépins plus ou moins importants, des bobos qui sont devenus parfois très très graves. Alors, encore une fois, à ceux qui nous écoutent, les débutants, les novices, les intermédiaires, à ceux qui aimeraient faire une carrière en bodybuilding, ceux qui aimeraient simplement afficher un physique en forme, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos tendons, prenez soin de vos articulations, parce que malheureusement, un jour ou l'autre, vous paierez la facture. Et cette facture, elle peut arriver à 40 ans, comme elle peut arriver des fois à 25 ans ou 30 ans. Donc, merci encore une fois, Francis, pour ce témoignage. Revenons à la base, c'est du recul, encore une fois, toujours ce fameux mot que je répète et je répète sans cesse. Explique, Eric, c'est ce qui explique le pourquoi. Voilà. De cette méthode d'entraînement-là que je préconise aujourd'hui. Elle minimise vraiment les risques de blessure, elle les minimise vraiment. Oui. C'est en 2006, lors de la préparation du Grand Prix d'Australie, que j'ai pris conscience que je m'entraînais trop dur et trop longtemps, que j'en faisais trop. Et donc, c'est à partir de là que j'ai pris conscience. En fin de carrière, c'est-à-dire que lors de mon comeback, j'avais plus l'intention de faire de la compétition. J'ai voulu faire un comeback pour me prouver qu'il m'était possible d'arriver en grande forme. Et j'ai eu la meilleure forme de ma carrière lors de ce comeback à 48 ans. Et donc, à partir de là, en 2006 jusqu'à aujourd'hui, j'applique la performance progressive. Et si je devais refaire ma carrière, et si je devais revenir à zéro ou au tout départ à 15 ans, je m'entraînerais avec la performance progressive. Et les résultats auraient été conséquents. Et en plus de ça, eh ben, j'aurais pu continuer la compétition pendant des années, puisque l'entraînement m'aurait permis d'obtenir une forme exceptionnelle sans avoir à m'entraîner trop longtemps, trop fréquemment et en faisant trop au sein de chacune des séances. Pour revenir à la durée et pour conclure dans quelques minutes, la durée, on l'a vu, elle dépend de tellement de variables que c'est compliqué de faire un résumé des podcasts précédents. Donc je vous invite, éventuellement ceux qui ne les auraient pas écoutés, hein, vous allez sur la chaîne YouTube Bodybuilding Rules ou sur le magazine ou sur le Facebook. Vous avez un petit peu partout les liens. Francis les partage sur son Facebook et je les partage aussi régulièrement. Écoutez-les, réécoutez-les, partagez-les parce que c'est vraiment du bon sens, c'est de la logique. C'est, comme le disait Francis, vous apprenez à écrire, vous apprenez d'abord l'alphabet, avec les lettres, vous faites des mots, et avec des mots, vous faites des phrases, et vous pouvez vous exprimer. Et c'est un petit peu pareil avec ta méthode, Francis. C'est complètement. On a parlé du matériel utilisé, charge automatique, poids et haltères, du nombre d'entraînements, du laps de temps, des périodes de repos, etc. On va terminer juste avec les techniques, puisqu'on parlait de techniques, on parlait du Gold Gym, des supersets, des Super C, etc. Moi, pour les avoir utilisés également, j'ai eu des résultats, mais qui n'étaient pas linéaires en fait. Donc aujourd'hui, j'ai toujours ce réflexe de me dire, est-ce que je suis tenté par moment, par plaisir, par envie ou par croyance que ça va m'apporter un plus de revenir à des techniques dites classiques. Alors, parfois je me laisse tenter et parfois je reviens à l'essentiel, ou parfois je fais des mix, c'est-à-dire j'utilise ta précision, la méthode. Quand il m'arrive de faire des supersets, je peux les faire si mon énergie est suffisante, si mon mental est là, si les conditions sont requises, mais en utilisant tes techniques. Alors ça devient un peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet du podcast, mais je fais des adaptations et c'est ce que moi j'ai qualifié d'entraînement holistique, c'est-à-dire un tout en fait. Hein. Mais pour les internautes, la séance dont vous avez vu, elle dépend de tellement de choses qu'il va falloir attendre avant de laisser le mot de la fin à Francis, le prochain podcast. Si tu as un mot à rajouter, Francis, peut-être beaucoup même. En fait, ce qu'il faut retenir de la durée d'une séance d'entraînement, c'est que la durée
va dépendre de notre possibilité de stimuler la croissance musculaire. Si on est capable de stimuler la croissance musculaire au bout de 45 minutes, arrêtez-vous. Par contre, s'il nous faut 2 heures pour stimuler la croissance musculaire d'un muscle, comme pour moi ce matin, eh ben, continuez jusqu'à l'obtention des résultats désirés. Il n'est pas question de faire une séance d'entraînement pour rien. Il est question de faire une séance d'entraînement pour obtenir des résultats positifs. Donc, si vous êtes fatigué et s'il vous faut un laps de temps plus important pour obtenir des résultats positifs sur le développement musculaire, prenez le temps qu'il faut. Au lieu de faire 2 ou 3 muscles, au lieu de faire 2 ou 3 exercices par muscle, allouez un exercice aux muscles exercés et stimuler la croissance musculaire plutôt que d'en faire beaucoup, ou alors de faire une salade de fruits où il y a plusieurs fruits qui sont coupés en morceaux pour donner des goûts différents et pour plaire, parce qu'on est créatif, etc. Le but du jeu, c'est la progression, et la progression, pas simplement à 20 ans, mais aussi à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mon objectif aujourd'hui, c'est de me remettre en grande forme, et c'est de démontrer, de prouver qu'il est possible Parfait. qu'il est possible d'obtenir des résultats avec cette méthode d'entraînement-là, Ouais. à 57 ans. Alors, j'ai Donc, un ami qui c'est était... Oui, c'est possible à ton âge, Eric. tout à fait. Et puis j'ai un ami qui est venu il y a quelques jours. Il était là de passage pendant notre petite pause tout à l'heure. Et il a fait un entraînement ici au bureau, parce que dans la pièce qui me sert de bureau, il y a beaucoup d'ordinateurs, mais il y a un coin où il y a cette fameuse machine, la PowerTech, petite pub pour mes amis. Et je lui ai fait tester à lui aussi, comme à certains donc dans la salle de sport, ta méthode en fait, tu vois. Et il était très sceptique au début, hein, et puis je te peux croire qu'il a, C'est normal. il a Mais c'est morflé normal. musculairement, et lui aussi il a quelques petites douleurs articulaires, et ça lui a permis de s'entraîner, d'avoir de superbes sensations. Le temps il était assez réduit parce qu'on l'a voulu très intense, on a diminué les temps de repos parce qu'on était frais, on pouvait se le permettre, on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé en termes de répétition et poids. Donc encore une fois, l'adaptation c'est le maître mot je pense de ta méthode. On s'est adapté à une période de temps que l'on pouvait allouer, à une forme physique que l'on avait sur le moment, à une forme physique que lui avait et des problèmes articulaires qu'il avait, qu'on a pu passer au travers par la précision du geste, du poids adéquat, etc., etc. Donc encore une fois, en résumé, tu l'as bien. Lourd pour le muscle. Lourd pour le muscle. Que pour le muscle et la durée. Avoir toujours l'énergie qu'il faut pour reprendre une série, puisque la série qui va suivre doit forcément être plus dure que la série précédente. Autrement, il y a une source d'illogique. Bien sûr. C'est illogique que de faire une série identique ou de faire une série moins intense que celle qu'on a fait auparavant. C'est illogique, il vaut mieux s'arrêter là. Exactement. Et pour beaucoup, c'est logique parce qu'ils pensent qu'il faut faire trois séries absolument. Donc même si la troisième, ils en sont plus capables, ils vont la faire quand même parce que sinon, ils rentrent chez eux en se disant, j'ai pas fait le quota de séries et d'exercices. Et c'est ça que nous, Oui. on va expliquer en disant, c'est illogique. La tendance, c'est de suivre la tendance. Si lorsqu'on arrive dans une salle d'entraînement, on s'entraîne complètement différemment des autres, on va être remarqué. Donc, pour ne pas être remarqué, imitant la tendance. Oui. Et je reviens à ce que je disais au tout début du podcast, puisqu'on va devoir malheureusement se quitter pour ce 5e épisode déjà. Mais à tous les internautes, même des séquences très très courtes, envoyez-les, postez-les sur mon Facebook. Alors bien évidemment, je peux pas tout mettre, parce que si vous en envoyez beaucoup, ça risque d'être un peu un fourre-tout. Alors j'essaierai moi de les mettre sur le site internet Bodybuilding Rouge. Je vais créer une page spécifiquement sur ça, sur le site internet. Comme ça, dans les prochains podcasts, on analysera vos séances. On en parlera, on vous mettra en avant. Donc n'hésitez pas. Et puis comme ça, on pourra continuer cette interaction. Hein, qu'on apprécie autant. Pour terminer, la durée d'une séance d'entraînement va dépendre essentiellement de nos capacités, de nos possibilités, de nos ressources. Toujours, on y reviendra tout le temps. Et dans le podcast numéro 6, qui se tournera dans quelques jours pour nous, et sera diffusé très rapidement aussi pour les internautes. Francis, merci encore pour tout, pour ta disponibilité, pour ton savoir, pour la chance que tu donnes aux internautes comme ça, d'en apprendre sur toi, sur ta vie, sur ton parcours de champion professionnel que tu as été, que tu es toujours, et sur cette fameuse méthode que moi je mets vraiment tout le temps en avant, parce que c'est un bienfait, un cadeau que tu nous donnes pour non seulement bien s'entraîner, et s'entraîner très très longtemps et avoir des résultats
tangible, vraiment. Merci à toi, Eric, et merci aux internautes de nous avoir écoutés. À très bientôt, Francis. Passe une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Aussi.